Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du script. Donc cette scène est une scène de décompte. La partie active du script se trouve sur le plugin du conteneur noir. Alors cette scène vous allez pouvoir la télécharger, je vous ai mis le lien sur la description de la scène. Et on va regarder un petit peu comment ça se comporte. Donc quand vous ouvrez la scène, on repart de zéro, le décompte, voilà, fonctionne automatiquement sans intervention de notre part. On va essayer de le reconstruire assez simplement. Il suffit pour cela de prendre par exemple une typo, de la placer absolument là où on veut, et sur cette typo de venir placer le script. Et c'est immédiat, ça fonctionne. Donc, si on arrête le script en l'éditant, on voit qu'on a un chronomètre qui s'arrête et l'autre qui continue à vivre sa vie. On peut stopper tous les scripts d'une scène en cliquant sur le bouton bleu, ça c'est pour le principe général. On voit alors que les scripts eh bien, passent en bleu. Ça veut dire que à ce moment-là, on est en mode édition et que ça ne tourne pas. Voilà. Si on regarde les performances, on peut voir que eh bien, le script ne prend pas trop de performance. On reste vraiment assez maigre en ressources. Ça doit être la petite couleur kaki là, qui apparaît quand on compile. Voilà. Si j'en fais tourner un, on voit que le script occupe du temps de calcul. Et on va voir pourquoi et comment l'optimiser. Et naturellement, on voit que si on fait tourner deux scripts, on utilise 2 fois plus de temps de calcul. Donc il faudra à chaque fois réfléchir à savoir comment on peut optimiser tout ça. Alors quand on regarde à l'intérieur du script, on peut l'agrandir là ici. Voilà, la fenêtre de script se présente comme suit. On peut l'agrandir, c'est toujours plus agréable hein, pour venir éditer le script. C'est un éditeur. On peut tout à fait faire de la recherche. Hein, par exemple, si je tape but, je vais trouver à ce moment-là les différentes occurrences du mot que je cherche. Là, on va revenir en mode normal. Et le bouton très intéressant, c'est même le bouton sans lequel on ne peut rien faire, c'est la documentation du script. Alors, l'ouvrir, là, nous amène sur cette page, qui est une des pages les plus pratiques de Viserté. Alors, on va essayer de la parcourir ensemble et de voir un petit peu comment ça se présente en repartant de zéro, et on reviendra sur ce script un peu plus tard. En des scripts, on essaiera d'en faire plein. Il y en a plein à faire. Quand on ferme, alors voilà, quand on ferme, on peut tout à fait, si on a fait des modifications, si par exemple je fais n'importe quoi comme modification et que je ne veux pas m'embêter, je fais cancel, ça me perd mes modifications, le script continue de tourner. Si jamais je veux modifier le script, si par exemple je veux mettre des tirets à la place des espaces là dans le compte à rebours, je peux venir changer ici, voilà. Ah, ce qui est toujours intéressant avec le script, c'est de ne pas partir de zéro, c'est de partir d'exemples et de chercher à les modifier et de comprendre par après leur utilisation. Alors c'est parti, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les utilités du script. L'introduction au script vise. On va voir donc que le principe c'est que tout le code se trouve à chaque fois dans un sub. Donc on a un sub qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, sachant que le sub peut aussi être une fonction, quelle est la différence? C'est que dans un sub, on lui donne un nom, et ce nom est suivi immédiatement de parenthèses ouvrantes et fermantes.
ça signifie que là, on est dans une sous-routine, en quelque sorte. Et certaines sous-routines ont un nom bien spécifique, la plus célèbre étant onExecPerField, ce qui signifie que tout le code qui se situe dans onExecPerField sera exécuté à chaque image. Alors ceci est très pratique. Typiquement, là, on vérifie une condition. Mais ça peut être aussi très dangereux, car très gourmand en ressources, donc c'était utilisé avec précaution. On préférera utiliser des scripts qui se déclenchent à des moments bien spécifiques, par exemple si on modifie la géométrie d'un texte, ou si une clé d'action dans le stage vient appeler la partie du script. Un langage script ne serait pas digne de ce nom s'il ne possédait pas des variables. Et comme dans tout langage informatique, il existe plusieurs types de variables. Le plus célèbre étant l'integer, c'est le nombre entier. Le double, les nombres à virgule. Là encore, à faire attention, parfois on peut avoir des choses étranges et bizarres qui se produisent. Par exemple, un 10.1 qui serait traduit dans la machine par un 10.099999. Ça arrive, c'est dû à la façon qu'a l'ordinateur de stocker les nombres. Donc, on fait attention, on essaye de prendre des entiers quand il s'agit d'entiers. Les booléens, c'est vrai ou faux. Donc là, on a true, par exemple. On va y revenir. On peut faire des tableaux, ce qui est bien pratique. Si, par exemple, je veux attribuer, je sais pas moi, je vais avoir une dizaine de joueurs de football, par exemple, et à chacun de ces joueurs, je voudrais attribuer une performance. Donc je peux numéroter mes joueurs de 0 à 9. On commence les numérotations de tableaux à partir de 0. Donc j'ai bien mes 10 joueurs de 0 à 9. Et on veut leur attribuer une performance. Donc on peut tout à fait déclarer un tableau d'entiers, par exemple, qui leur attribuerait une performance de 1 à 10, par exemple. En appelant à chaque fois joueur, crochet et l'indice. C'est assez basique, on va y revenir. Bon, on dispose de toutes sortes d'opérateurs comme dans tous les langages de programmation. En cas de doute, c'est vraiment la référence, cette page. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai commencé à scripter, je n'ai jamais pu m'en passer. C'était vraiment la page qui vous aide à retrouver toutes les informations intéressantes. Surtout les syntaxes, etc. Par exemple, si on fait position X de quelque chose, plus égale 10, alors à chaque fois que le move local container sera exécuté, on effectuera un déplacement en X de 10 points. Donc ça, c'est équivalent à position.x est égal à position.x plus 10. C'est une petite syntaxe qui peut être claire. Dans le code, on cherche toujours à être le plus concis possible afin d'optimiser la clarté du code. On a des fonctions, donc alors là, des fonctions de procédure. Le vertex est toujours très intéressant. Le vertex, c'est un triplet en fait. Donc, dès l'instant où on manipule des positions en 3D, x, y, z, on peut utiliser des vertex. Voilà, on peut faire des calculs un peu plus compliqués, des calculs de racines carrées, ce qui peut toujours servir pour faire des calculs de distance. Vraiment, ce script est assez simple à mettre en œuvre. Les structures de contrôle, if this then that, eh bien c'est toujours intéressant là encore de pouvoir vérifier des conditions de placement de containers, de valeur de containers. Typiquement, avec ça, on peut très simplement activer une flèche rouge ou au contraire activer une flèche verte en fonction du fait qu'une valeur serait positive ou négative. Il y a deux écoles, on peut faire ça avec Datapool. Datapool le fait très bien. Là, c'est vraiment une question de préférence.
Datapool le fait très bien. La seule différence, c'est qu'il faut avoir les plugins Datapool installés sur son ordinateur. D'ailleurs, est-ce que nous avons les plugins Datapool? Ben voilà, on les a pas. Donc on n'en parle pas. Des plugins Datapool. Alors, l'interopérabilité des scripts. Voilà. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, effectivement, on peut scripter au niveau des containers. On peut scripter au niveau du container racine et interagir sur tous les containers qui seront en dessous. Mais bon, typiquement, on peut aussi bien interagir sur les containers qui sont parents, voire même les containers qui sont sur la scène, n'importe où finalement. Mais il faut garder une logique. La logique, c'est que on va toujours essayer de placer le container quand même sur le container parent, à tous ceux à quoi il va toucher. Là, typiquement, ce script n'intervient que sur la géométrie texte, donc il était cohérent de le mettre ici. L'intérêt, c'est qu'on peut tout à fait le dupliquer sans aucun problème. Il est autonome en quelque sorte. Donc ça, c'est utile. On peut aller loger son script dans ce qu'on appelle le script de scène. Donc là, on va dans l'onglet Scene Settings, Script, et on peut coder ici. On verra que c'est utile. C'est ce qu'on nous apprend dans le script interopérabilité. Par exemple, ici, on a une variable qui est déclarée dans la scène. Et à ce moment-là, on peut venir incrémenter cette variable depuis n'importe quel autre container. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une variable globale à toute la scène. Et là encore, ça dépend de la construction que vous souhaitez apporter à la structure. Et on peut tout à fait venir déclencher ce script via les commandes vise que vous trouvez ici, qu'on n'a pas encore forcément vues, mais qui sont elles aussi bien utiles parce qu'elles sont relativement universelles. On peut venir les déclencher depuis l'extérieur et on peut aussi les déclencher par rapport à des points clés qui se trouveraient sur le stage. On nous apprend ensuite qu'on peut tout à fait venir déclarer des paramètres dans le script. On va vous montrer tout de suite de quoi il en retourne. C'est-à-dire que typiquement, là, les paramètres de mon script concernent la date de lancement de la Coupe du Monde. Maintenant, j'ai pas forcément toujours envie d'aller mettre le nez dans le code pour changer des variables de la sorte. Donc j'ai tout à fait la possibilité de venir déclarer des paramètres. Si par exemple je voulais déclarer le paramètre de l'année, il s'agit là d'un entier, donc on va utiliser register parameter int, et on va mettre par exemple année. Alors, je crois me souvenir que... Là, on va mettre l'accent parce que là, en fait, c'est ce qui s'affiche et ça, c'est le code interne en quelque sorte. On va voir, parce que tout cela est documenté, que vous avez les valeurs par défaut. Donc, par exemple, mettons 2018. Valeur maximum par défaut. Alors ça doit être la défaut. Admettons par exemple qu'on veuille mettre de l'an 2000 à l'an 2100. Si je ne me trompe pas, ça j'enlève. Là j'ai un paramètre qui apparaît, année 2018, et je peux venir la changer. Alors naturellement, il ne se passe rien, puisque je ne récupère pas encore la valeur. Donc pour récupérer la valeur, là, on a quelque chose qui est déclaré en amont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouvel événement à l'initialisation.
Et on va venir récupérer les valeurs qu'on retrouve. Alors là, on va appeler ça onInit. Donc on retrouve ça, l'événement, voilà, ici. Donc onInit, c'est tout ce qui va se dérouler. On l'a rajouté à la fin. C'est pas grave, en fait, il n'y a pas d'ordre hein, dans les procédures. Et onInit, c'est tout ce qui va se dérouler au départ. Alors, on verra plus tard pourquoi on laisse les dim, là, qui sont les déclarations de variables, à ce niveau-là. Voilà, donc à l'initialisation, je vais décider que mon année est égale, non pas à 2018, mais à ce moment-là, on récupère le paramètre qui est là par cette instruction, getParameter int, voilà, CTRL-C, CTRL-V, et là, on avait appelé ça, souvenez-vous, année, ça correspond bien à ce qui est ici. Donc 2018, je suis bon. Voilà, mon script tourne. Si je mets maintenant 2017, que je relance mon script, parce que ça se fait à l'initialisation, bah 2017, comme c'est passé, voilà, on a le compte à rebours qui fonctionne à 0. Si au contraire je mets 2019, là ça va aller très en avant. À ce moment-là, le script est programmé pour afficher des petits plus. De la même manière, eh ben, on peut tout à fait venir changer, par exemple, allez, pour que tout soit bien clair, on va changer le mois. On va le déclarer là-haut de la même façon. Donc ça, c'est une façon de pouvoir permettre aux designers de rentrer des données utiles pour le script. Donc le mois, nous on partait sur un mois de juin, voilà. Le mois de juin qui va de 1 à 12, c'est une variable. Donc si la Coupe du Monde se jouait en juillet, à ce moment-là, on aurait un peu plus de jours à attendre. Ça semble tout à fait cohérent par rapport au calcul, voilà, et on ne peut pas aller plus loin que décembre ou janvier. On est bon. Voilà. Donc je save ce décompte et je retourne sur ma doc. Les callback procédures. Donc ça, c'est tous les noms spéciaux de sub que vous pouvez utiliser. Donc là, typiquement, on vient de voir le sub onInit parameters, dans lequel on vient... C'est vraiment un sub spécifique, puisque c'est dans celui-là qu'on peut venir déclarer ces entrées de script. Le onInit, donc, qui va s'effectuer au lancement de la scène. Qu'est-ce qui va être important d'autre dans un premier temps? On a vu le sub onExecPerField, qui s'exécute à chaque image. On a des subs qui vont plus être utiles pour le développement de scènes interactives. Typiquement, si on clique sur un objet ou pas. On verra les shared memory un peu plus tard. Elles sont extrêmement utiles, principalement quand on veut communiquer avec d'autres engines ou d'autres programmes extérieurs. Typiquement pour recevoir des chronométrages, des données... partager des cours de la bourse, que sais-je. Et le onGeometryChanged, qui est lui aussi très utile, parce qu'il va se déclencher à chaque fois qu'on effectue un changement de géométrie, particulièrement utile sur les géométries texte, quand on change un texte. Alors, rentrons avant de rentrer dans le corps du problème, on peut voir les exemples. Dans les exemples, il y a un Tetris qui est assez amusant. Là, il suffit de copier-coller le script, ça peut jouer. On voit qu'on peut piloter les clip channels, hein, par exemple. En fait, avec le script, on peut vraiment venir interroger et déclencher n'importe quel élément de la scène. Voilà, donc là, on a différents exemples. Et ce qui va être le plus utile, c'est donc data types and procedure.
Donc là, comment est-ce que ça fonctionne? On pourrait, voilà, si là je suis sur alpha, qu'est-ce que le type alpha? En fait, on a affaire à des objets hein, informatiques. Donc, chaque objet peut avoir des propriétés, des sous-propriétés, ou là, en l'occurrence, ce sont des procédures. Donc, comment dire? Là, ce sont comme des programmes qui vont s'appliquer à l'alpha d'un objet. Et l'objet, alors, il a en quelque sorte donc, des procédures, des propriétés, et il a un parent. Et son parent, là, quand on voit base, bah, c'est que l'alpha, il peut s'appliquer à beaucoup de choses. Mais voilà, par rapport à ses propriétés, donc, celle qui nous intéressera sera sa value, puisque c'est la valeur de l'alpha. Alors, je m'explique un peu plus clairement. Admettons, pour une raison que j'ignore, que l'on veuille, par exemple, faire clignoter. Alors, on pourrait l'animer, mais là, justement, le but du jeu, pour qu'on puisse le comprendre, que l'on vienne faire clignoter ce background. Donc, dans les built-in, je rajoute un script vierge. Et on va s'amuser à jouer avec l'alpha de cet objet. Donc si je fais par exemple 10 alpha value égale, je crois que ça se mesure en pourcent ou en points, je ne sais même plus, c'est entre 0 et 100. Donc si je mets par exemple cet alpha est égal à 50, je devrais avoir un alpha de 50, je ne l'ai pas parce que j'ai tout simplement pas mis le plugin alpha sur le container. Donc, je reprends. Là, voilà. On peut jouer avec la valeur de l'alpha du rectangle, mais là, on voudrait que ce soit le script qui le fasse. Donc, on va éditer. On lui met une valeur de 50. Allez, on va lui mettre 20 pour que ça se voit encore plus. Je compile, et là, voilà. Normalement, j'ai une valeur de 20 dans mon alpha. Admettons maintenant qu'on veuille s'amuser à le faire clignoter, comme on disait, de façon souple mais linéaire, parce qu'on va faire les choses très simplement, là. On va déclencher donc à chaque image un changement. Donc là, on va avoir besoin d'une variable. Donc pour déclarer la variable, et on va le faire, là a priori on a vu que c'était un double, hein, la valeur c'était un double. Donc on va déclarer, j'aime bien quand c'est un double mettre un petit dé pour me souvenir que c'est un double. Donc je déclare un double. Voilà. Et je vais avoir besoin d'un incrément. L'incrément, c'est le pas avec lequel je vais avancer. Donc, mettons, appelons-le D-incrément. Donc, à chaque image, on va venir modifier l'alpha en ajoutant l'incrément, et quand on aura atteint les 100, à ce moment-là, on devra redescendre. Donc, dans les événements, on avait vu tout à l'heure, il doit y avoir un onExecPerField. C'est pas toujours... On peut le taper, hein, mais c'est pas toujours facile à taper au départ. Donc, dans le onExecPerField, on peut tout à fait venir dire que, voilà, cette valeur, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire plus égal, ce qui va venir, comment dire, changer la valeur d'alpha en fonction d'un incrément. D'ailleurs, je me rends compte que du coup, j'ai plus besoin de ma variable alpha, elle est caduque. Donc voilà, il suffit maintenant de définir le D incrément est égal par exemple à 0.1. Hein.
et de faire en sorte que si jamais cette valeur alpha est égale à 100, c'est-à-dire qu'elle a atteint son maximum, alors d incrément est égal, on va le multiplier, hein. On va le multiplier par moins 1, tout simplement, ce qui aura pour effet de le changer de signe. Et on peut tout à fait également faire ce changement si la valeur alpha est égale à 0, puisqu'elle aurait touché sa borne basse. Voilà, donc là, normalement, ça bouge pas très vite, mais ça bouge. Voilà, on voit qu'il vient. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer l'incrément. J'avais mis 0,1, on va mettre 1, hein, tout simplement. Ça ira 10 fois plus vite. Voilà, on le voit qu'il clignote. Très discrètement. Donc, naturellement, il est préférable toujours d'utiliser les animations du stage pour réaliser ce genre de choses. Là, j'utilisais vraiment la propriété alpha comme exemple. Mais ça peut être utile pour animer n'importe quelle propriété. Donc là, on a l'alpha. On retourne sur les data type en procédure parce que c'est vraiment la page la plus importante qui nous permet pour chaque chose de venir comprendre les choses. Sans ça, on serait vraiment perdu, hein. Donc le tableau, le type de tableau, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en gros, voilà, on peut réaliser un tableau. Là, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un tableau de joueur. On prendra ce genre d'exemple, c'est un peu plus complexe, hein, mais sachez-le, vous pouvez tout à fait dans un tableau venir pousser des données. Donc à chaque fois, si par exemple, je ne connais pas le nombre de joueurs que je vais avoir, si je vais en avoir 11, 23 ou que sais-je, au début le tableau est vide, et à chaque fois que je vais venir pousser une valeur dans le tableau, la valeur du tableau, donc sa taille grandira de 1 à chaque fois. Donc on peut connaître la borne supérieure du tableau, naturellement, et la première borne, mais on l'a dit, c'est toujours 0. Donc ça c'est un peu inutile, mais ça existe. Dans les types, donc bon, là on a le type de base, voilà, on peut aller chercher des objets dans la scène. C'est utile ça quand on va aller chercher des containers par exemple. On peut les retrouver par leur nom, c'est ce qui semble le plus facile, mais aussi par leur lien de parenté. On a donc vraiment plein de choses. Donc les caméras, on peut venir jouer sur les caméras, propriété des caméras. On peut la booler 1, comme on l'a dit tout à l'heure, bon bah voilà, ça c'est vrai ou faux. C'est utile pour déterminer les conditions. On peut venir jouer sur les couleurs en rentrant directement les données d'un matériau. Alors, la couleur, c'est un élément matériel, hein. Le matériel est là. Le matériel contient 4 couleurs, hein, vous vous souvenez. Le spéculaire, l'ambiant et sa valeur d'émission. On a le type datetime qui est utilisé dans le script de compte à rebours, hein, qui est en quelque sorte une variable qui contient des sous-variables d'heures, minutes et mois. L'intérêt, c'est que avec ce type, on peut tout à fait convertir des heures, minutes, secondes en total secondes. C'est-à-dire que c'est un peu la base du compte à rebours tel qu'il fonctionne.
du décompte, là, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise ce type de datetime, voilà, pour déterminer donc le but à atteindre, qui est, si je ne me trompe pas, voilà, donc l'année, le mois, le jour, donc le 14, 15h30. Et une fois qu'on a défini toutes les valeurs donc, du but, qui est de type datetime, on peut aller normaliser la variable. À ce moment-là, ça nous donne le nombre total de secondes qui nous sépare du but. Puisqu'en fait, on utilise d'un côté but, en fait, on fait une simple soustraction entre le nombre total de secondes du but moins le nombre total de secondes de l'heure qu'il est actuellement, sachant que le point 0 doit être défini quelque part dans les années 70, donc c'est le nombre de secondes Unix en quelque sorte qui découle. Voilà. Donc là, on voit bien que si jamais le nombre de secondes dépasse la capacité d'affichage de notre chronomètre, là on a décidé d'afficher des petits plus, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on peut tout à fait... voilà, on aurait pu complètement avancer autrement. Donc le calcul qui est fait ensuite, c'est qu'on reconvertit ce nombre de secondes en valeur. Alors là, pour afficher le 0 primitif, on utilise un type de variable qui est la chaîne, le string. Et ça, c'est intéressant, tout simplement parce que là, on n'est plus en nombre. Donc, on convertit en chaîne nos zéros et on choisit de n'afficher que les deux chiffres de droite. De cette façon, une valeur de 0 sera convertie en 0, 0. Une valeur de 3 sera convertie en 0,3. Et c'est a priori ce qu'on veut afficher. Donc, c'est pour ça que là, on est en texte. Dans ce qui semble un peu compliqué, en fait, on cherche le nombre de jours qu'il reste à l'événement. Quand on connaît le nombre de secondes qui reste avant l'événement, il suffit de diviser par 86 400. Voilà. Donc on peut parler vraiment des heures du script. On va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera de voir un petit peu plus en détail comment on peut rentrer dans les sélections de conteneurs, venir chercher le contenu et venir en faire des choses logiques. Voilà. On a aussi toutes les global procédures donc qui correspondent aux fonctions mathématiques ou une autre instruction très intéressante aussi qui s'appelle println, qui peut vous aider dans un tout premier temps à venir débugger votre script, parce que si vous faites un println, en fait, au moment de son exécution, il va afficher le retour dans la fenêtre de contrôle. Voilà, on l'a vu passer sous forme verte. Il est là, le bonjour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Nous reviendrons la semaine prochaine un peu plus en détail sur toutes ces fonctions qui nous sont offertes par le script. À très bientôt.